bonsoir à tous, enchanté. Donc, comme ça a été dit, je suis Arnaud Yuel-Allen, je suis le PDG et le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Numalis. Et Numalis, on travaille sur les questions de fiabilité des intelligences artificielles. Et ce soir, je vais essayer de vous maintenir éveillé en vous parlant d'intelligence artificielle et plus particulièrement de standardisation. Alors, je sais que c'est un sujet aride, mais qui est ô combien important. Et je vais essayer de vous convaincre qu'effectivement, il faut que vous gardiez un œil sur ça. En termes de standardisation pour que vous puissiez l'intégrer dans votre stratégie en termes d'IA. Alors on va essayer d'enlever ce bandeau-là. Alors les détails techniques du début, comme toujours. Ok, on va faire avec. Du coup, donc l'intelligence artificielle, quand on me l'a... Ah, ça j'ai là tout seul. Voilà, merci, ça bouge plus. Quand on vous en parle, on vous vend celle-là, hein, l'IA du futur, où ça va être merveilleux, il va y avoir des voitures volantes autonomes, tout va être domotisé, ça va être incroyable. Et pour autant, moi je travaille beaucoup dans des secteurs comme l'aéronautique, la défense, l'automobile ou le ferroviaire, et l'IA que je vois, moi c'est celle-là. C'est-à-dire c'est le Loch Ness. C'est-à-dire que tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Et donc le problème aujourd'hui des industriels, c'est ok, comment on passe de l'IA du PowerPoint à la réalité. Et le gros frein aujourd'hui sur ça, eh bien, c'est la confiance qu'on peut avoir dans les IA. Tous les industriels ont peur qu'il leur arrive ça en fait. Que l'IA qu'ils vont mettre dans leur système va leur exploser au visage et ça va faire les choux gras des journalistes et ils vont passer pour des billes. Donc du coup, ils ont besoin d'avoir un contexte rassurant qui leur permet de garantir que ce qu'ils vont fabriquer, c'est suffisamment safe pour être mis sur le marché et qu'on ne va pas aller ensuite les embêter en justice si jamais il y a un souci. Et ce contexte, c'est celui de la standardisation. Alors comment on fait aujourd'hui des systèmes critiques, donc des systèmes dangereux, voilà, comme des avions, hein, les avions ça vole aujourd'hui, on essaie qu'ils ne s'explosent pas en vol, eh bien on fait ça de manière extrêmement rigoureuse. C'est extrêmement pénible de fabriquer du code qui vole aujourd'hui dans un avion. Il y a tout un processus où il faut partir de spécifications de haut niveau qu'on fait limite sur du papier. Ensuite, on fait un cycle en V qui est pareil, ultra structuré, où on écrit des spécifications, des exigences ensuite, du code, des tests, etc. Et après, il faut vérifier qu'on intègre bien ça dans une boîte hardware qui fait bien ce qu'elle est censée faire, qu'on va qualifier, avant de la mettre dans l'Airbus et dire c'est bon, elle peut voler. Et ça, en fait, ça marche pas pour les IA. Parce que spécifier une IA avec ce cycle-là, c'est pas possible. Quand vous écrivez du code, vous pouvez spécifier l'intention que vous avez et exactement la manière dont vous allez l'implémenter. Mais quand vous faites une IA qui apprend par exemple par renforcement, vous pouvez pas savoir ce qui va se passer. Vous allez le découvrir en le faisant. Et vous allez qualifier a posteriori votre système. Alors que là, tout est a priori. Il faut tout savoir à l'avance. Donc il y a un problème fondamental là de mécanique qu'on ne peut pas résoudre avec les méthodes de travail actuelles. Et c'est pour ça qu'il faut un nouveau cadre pour pouvoir dire comment on va fabriquer de l'IA, mais qui soit suffisamment sûr au sens de la manière dont on fabriquait du code critique avant. Et donc il y a plusieurs initiatives en parallèle qui se déroulent à différents niveaux. Donc vous avez des initiatives au niveau réglementaire, donc vous avez des lois, des règlements internationaux, typiquement européens, dont celui dont je vais parler après, qui s'appelle l'AI Act. Donc en gros, c'est le RGPD de l'IA, c'est-à-dire que ça s'appliquera à tout le monde, dans tous les pays européens, et on ne coupera pas. Vous avez aussi des initiatives plus locales, avec des labels, avec des chartes internes aux entreprises, par exemple, des chartes éthiques sur l'utilisation de l'IA. Et entre les deux, vous avez un objet intéressant qui s'appelle les normes. La standardisation. Donc c'est là aussi que je vous en parlais, parce que c'est là où on définit un petit peu les règles du jeu. On se met entre industriels autour de la table et on dit ok, comment on veut travailler ensemble sur ce sujet-là pour qu'on ait tous un référentiel commun pour se comparer. Alors l'AI Act, je l'ai évoqué, donc c'est le règlement européen qui est dans les tuyaux. Il va sortir dans moins de 2 ans. Donc dans moins de 2 ans, ça veut dire qu'il y a une loi qui va tomber et qui va concerner toutes les entreprises qui font de l'IA. Et cet AI Act, en gros, il prend le problème selon une pyramide des risques. Il vous dit, écoutez, si vous faites de l'IA sans aucun risque, genre dans du jeu vidéo, pas de problème. Faites ce que vous voulez, on s'en fiche.
Vous faites des IA à risque inacceptable, genre vous faites du crédit social à la chinoise avec des IA, interdit. Ça, c'est non. Vous faites des chatbots qui peuvent conseiller des gens, mais qui vont les orienter sans dire que c'est un chatbot. Ah, non, ça vous n'avez plus le droit. Vous êtes obligé de dire que vous parlez à un robot. Et ensuite, vous avez tout le reste. Toutes les IA à haut risque. Et alors là, il y a du monde. Hein. Là, vous avez tous les systèmes, évidemment, qui peuvent blesser les gens, les tuer, donc des voitures, des systèmes médicaux, des avions, etc. Mais vous avez aussi tout ce qui peut discriminer. Puisque l'Europe estime que si on viole vos libertés fondamentales, c'est à haut risque. Eh bien, le droit au travail, c'est un droit fondamental, donc c'est à haut risque. Une IA qui trie les CV, eh bien, c'est aussi dangereux qu'une IA qui dirige une voiture sans chauffeur. Pour l'Union européenne, ça sera le même niveau d'exigence. Donc ça va ratisser très large. Et tous ces gens qui fabriquent des IA vont devoir à un moment donné vérifier est-ce que je réponds bien aux exigences de la loi, est-ce que j'applique bien les normes qui sont en vigueur, et surtout est-ce que je suis conforme au règlement qui est en train d'arriver. Alors si vous avez envie de dormir, vous pouvez lire les AI Act. C'est compliqué à digérer, ça fait 150, 200 pages. Mais dedans, en tout cas, vous allez trouver des choses qui vont ressembler à ça. Donc, vous allez trouver des grands chapitres qui vont vous parler de c'est quoi les IA à haut risque, c'est quoi les IA interdites. Et puis, vous allez voir apparaître un certain nombre de mots-clés qui vont en fait driver votre conception. Donc, on va vous parler beaucoup de conformité, de management du risque, de gouvernance de la donnée. On va vous parler de transparence, de robustesse, de qualité, etc., etc. Et tous ces sujets-là, ce sont des requirements qui vont apparaître dans vos processus de conception. C'est-à-dire que si vous ne cochez pas toutes ces cases, bah, vous n'êtes pas conforme. Et donc là, il y a tout un attirail logiciel de processus qu'il va falloir développer et mettre en œuvre dans vos organisations pour pouvoir réussir à cocher toutes les cases et vérifier que vous n'avez pas de soucis. Parce que sinon, bah, malheureusement, ça se réglera probablement au tribunal. Alors prenons un cas un peu concret. Imaginez, vous êtes une banque, et puis vous êtes approché par une start-up qui vous dit, écoutez, moi j'ai un super produit qui va limiter par exemple le risque d'exposition au crédit. Donc les mauvais payeurs dans votre portefeuille, je vais les identifier, et en gros vous allez accorder des crédits aux gens qui vont bien. Et donc il vous dit, j'ai fait de l'IA, donc j'avais une population, j'avais des données, j'ai fabriqué une IA à partir de ces données, je vous la vends, vous l'intégrez dans votre processus de décision de est-ce que oui ou non je file un crédit à telle ou telle personne, et ça vous dit si telle ou telle personne a un crédit. Et vous êtes content, vous allez minimiser votre risque d'exposition. Bah ça c'est un système à haut risque, parce que ça peut clairement discriminer une partie de la population si jamais mon système d'IA il est biaisé. Donc typiquement, là, dans un système comme ça, il va falloir garantir tout au long de la chaîne que déjà, est-ce que j'avais le droit d'avoir ces données-là? Est-ce qu'elles étaient licites? Est-ce que j'ai pas pris des données qui étaient biaisées? Est-ce que j'avais bien l'autorisation d'utiliser ces données-là? Donc, vous voyez déjà tout le RGPD qu'il y avait avant, vous le retrouvez là-dedans. Hein. Ensuite, comment j'ai conçu mon système? Est-ce que j'ai appliqué les règles de conception de l'état de l'art ou pas? Ensuite, comment j'ai vérifié mon système? Comment je l'ai qualifié? Donc là, c'est typiquement là, nous on intervient. Humalis, on travaille sur cette étape-là. Ensuite, la banque, elle utilise le système correctement ou pas? Est-ce qu'elle respecte bien le domaine d'emploi sur lequel le système est qualifié? Et enfin, surtout, est-ce que mon système il marche? Est-ce qu'il discrimine ou pas? Donc vous voyez, il y a un effort collectif de toute la chaîne de valeur qui va devoir se structurer pour réussir à faire ça. Ça ne peut pas être juste un acteur qui dit « moi c'est bon, c'est réglé, vous pouvez faire ça les yeux fermés, allez-y ». Non, c'est tout le monde qui doit vérifier que ce qu'on fait avec l'IA, ça reste bien conforme aux exigences qu'on s'est données dans la loi. Sinon, sinon ça se règle à la justice. Hein. Ça va être le règne de la jurisprudence, et ça c'est pas cool. Très clairement, personne n'a envie d'aller au cas par cas vérifier que le juge, dans ce cas-là, il va aller regarder. Alors la législation classique, là, c'est BAL 3, qui règle les histoires de crédit bancaire. BAL 3, elle va dire il faut que votre système soit explicable. Ça commence bien déjà, une IA explicable, donc la banque elle va avoir un peu des gouttes de sueur. La banque elle va essayer de défendre évidemment son secret industriel, quoi. Elle ne veut pas forcément révéler tout ce qu'elle fait, parce qu'elle a optimisé aussi ses propres processus, quoi. Et en même temps, le public a le droit d'avoir aussi de la transparence, parce qu'il estime dans son intérêt de savoir comment la banque fonctionne. Donc l'AI Act, justement, il veut essayer d'esquiver ça, en
en réglant la question de manière législative et en appliquant des processus qui vont permettre d'éviter qu'on aille se battre en justice à chaque décision qui ne plairait pas à un citoyen qui serait affecté par le système. Donc, vous voyez, cette notion de processus, elle va se retrouver tout au long de la chaîne de production, mais même de déploiement. Donc, c'est-à-dire que dès le début, dès l'idée du programme que vous voulez fabriquer, jusqu'au moment où vous allez le retirer du marché parce qu'il sera obsolète, eh bien, il va y avoir tout un tas d'actions qu'il va falloir mener en termes de gouvernance, en termes de sécurité, en termes de risk management, et qui vont perdurer durant toute la vie du système. Et ça, finalement, ça on connaît. C'est à peu près ce qui se passe aussi déjà avec des systèmes classiques. C'est juste qu'il faut adapter toutes ces idées-là au domaine des IA pour pouvoir le faire de manière correcte. Et ça, c'est typiquement ce que font les organismes de standardisation. Ils s'emparent de ces sujets, gouvernance, etc., et ils définissent des standards qui vous permettent de dire bah, c'est quoi la gouvernance des données en IA. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement pour que vous compreniez la mécanique actuelle, c'est que vous avez la Commission européenne qui a dit « moi j'ai un AI Act, en 2025 il tombe, tout le monde doit l'appliquer ». Donc pour l'appliquer, il faut des règles d'emploi. Ces règles d'emploi, bah, c'est les standards. Donc ils sont allés voir le CNCNLEC, l'organisme de standardisation européen, et ils leur ont dit bah, les gars, vous avez 2 ans pour me faire les modes d'emploi, les standards. Alors 2 ans pour faire des standards, moi qui suis dans ce milieu-là, c'est court. Et donc du coup, pareil, ils ont eu peur, ils ont dit bah ok, qu'est-ce qu'on fait bah, à l'ISO, ils ont des standards qui sont déjà sur la table. Ok, bah, on va les importer. On va faire un copier-coller et on va les mettre dans le package de standards qui vont ensuite s'appliquer aux industriels. Donc là, aujourd'hui, concrètement, si vous voulez aider à influer sur la manière dont on implémente l'AI Act, eh bien, il suffit d'aller travailler là ou là. Et vous allez du coup avoir un accès direct à comment on va implémenter l'AI Act en vrai. Et ça, c'est exactement ce que fait Nuvalis. Depuis 2018, nous on travaille là, avant même que le CEN commence à s'emparer du sujet. Depuis 2018, on écrit les standards qui vont permettre de dire ok, c'est quoi par exemple la robustesse d'une IA. Vu que c'est un des mots-clés qui sont dans l'AI Act, bah, nous on a écrit les règles du jeu en fait, à ce moment-là, et c'est en train d'être copié-collé ici. Donc c'est en ça que nous on a eu la chance de pouvoir se positionner et planter le drapeau sur un sujet, mais il y a plein de drapeaux à planter encore. Et il y a plein de gens qui peuvent le faire, hein. C'est open. Donc vous pouvez tout à fait, vous aussi, vous emparer d'un sujet qui vous intéresse, et aller dire, bah ok, allons écrire les règles du jeu sur ce sujet-là. Alors, la standardisation, vous voyez un peu maintenant l'intérêt, c'est qu'en gros on structure le marché quand on fait ça. Donc l'intérêt d'aller faire ça, c'est de s'insérer dans une logique où on va pouvoir structurer un marché à son avantage, ou du moins à l'avantage d'un pays. Alors, ça c'est juste des petites données pour que vous vous rendiez compte. La standardisation c'est aussi marrant parce que c'est de la géopolitique. Donc typiquement ce qui se passe à l'ISO, c'est la guerre États-Unis-Chine. Donc vous avez une lutte de pouvoir entre les deux pays, et puis vous avez les pays européens comme le nôtre, qui essayent de tirer son épingle du jeu. Et donc vous avez dedans énormément d'experts, beaucoup de pays, mais 2 poids lourds évidemment, États-Unis-Chine, avec d'ailleurs un chairman, vous voyez la lutte de pouvoir, qui est américain, mais il bosse pour Huawei. Donc vous voyez l'équilibre stratégique entre les deux qui ont dû se mettre d'accord, quoi. Donc ok, américain, mais il bosse pour une boîte chinoise, sinon on n'est pas content. Alors, la standardisation, ça fait un peu peur au début, parce que ça paraît assez tentaculaire. Alors, au sous-comité 42, donc, bien nommé, on va dire, sur l'intelligence artificielle, il y a plein de sous-groupes. Je vais vous donner un aperçu très rapide de ce que c'est, mais vous pourrez trouver toutes ces informations online, et de toute façon, je pourrais vous partager les slides si vous voulez aller voir plus près. Donc, il y a plein de sous-groupes à l'intérieur qui, chacun a un thème de travail, et il y a plein de termes utilisés pour dire où en sont les projets, quel type de projet c'est, etc. Et surtout, il y a tout un tas de codes pour dire à quel stade d'avancement se trouvent les projets. Bon, en gros, quand c'est vert, ça veut dire que c'est sur la table, quand c'est bleu, c'est encore en train d'être fabriqué. Et plus le chiffre est élevé, plus il est mature dans l'écosystème. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui est terminologie et future certification des IA, puisque c'est vers là où on va quand même, faut aller au WG1. Là, typiquement, vous avez un document, la 42001. Donc c'est un peu comme l'ISO 9001, vous savez, sur la qualité dans les organisations. Bah là, vous avez la même chose, mais à la sauce IA. Donc
Vous allez lire la 42001 et vous allez savoir ce que c'est que demain la certification de l'IA. Puis vous avez aussi tout un tas de terminologies, tout ça qui peuvent vous intéresser. Si vous voulez parler données, donc dataset, biais, framework, cloud, etc., vous allez au WG2. Et là, vous avez tout un tas de programmes qui concernent la manipulation des données pour l'intelligence artificielle. Si vous voulez parler confiance, il faut aller au WG3. Donc c'est là où nous, on est hyper actifs avec les différents documents qu'on édite sur la robustesse. Et vous voyez qu'on traite aussi des questions de biais, de ethical concerns, le risk management. Donc vous voyez, tout ce qui concerne la confiance, ça se retrouve dans le WG3. Donc si vous avez un sujet qui vous plaît sur la notion de confiance dans l'IA, vous pouvez aller le proposer là-bas. Si vous voulez parler un petit peu des méthodes pour faire de l'IA, il faut aller au WG5, qui lui, en gros, est dirigé par la Chine. Donc c'est pas un hasard. Donc sur celui-là, il y a toute une stratégie chinoise qui se déroule. Et puis, si vous voulez parler use case, donc avoir des listes de use cases qui existent et comment ils sont traités dans le monde industriel, vous allez au WG4, qui est celui dirigé par le Japon. Donc, concrètement, le résultat là, c'est que vous avez une législation qui arrive, elle va être opérationnalisée par des standards, et ces standards vont demain servir à la certification des IA. C'est ça qui est en train de se jouer concrètement. Et donc, il y a un effet de levier évident, c'est que si vous arrivez à mettre votre grain de sel dans les standards aujourd'hui, vous influez directement sur la législation demain. Et c'est un peu ce que nous, on avait décidé de faire il y a quelques années. Alors maintenant, j'ai été très, on va dire, très haut level là, dans la vision que je vous ai donnée. Je vais essayer maintenant de vous montrer un peu concrètement c'est quoi un standard qui vous permet d'implémenter un requirement pour l'AI Act. Et celui qu'on va prendre, c'est celui qu'on édite nous, qui travaille sur la robustesse. Donc c'est quoi la robustesse, comment je l'implémente, comment je la vérifie tout au long de mon cycle de développement avec, vous vous rappelez, le risk management tout le long. Alors, on reprend comme d'habitude le fameux cycle de développement. Et donc la robustesse, c'est dès le début, c'est se poser la question de c'est quoi mon domaine d'emploi. Est-ce que mon système il est dans un monde ouvert, dans un monde fermé? Quels sont les attributs qui décrivent mon monde? Est-ce que c'est la luminosité, l'humidité, la profondeur de champ de la caméra? Enfin, c'est quoi des attributs mesurables que je peux avoir dans mon système? Et je vais borner ces attributs pour pouvoir avoir un domaine d'emploi sur lequel je peux travailler. Et ensuite, on va se poser la question de mais c'est quoi aussi les perturbations qui peuvent affecter mon système? Est-ce que mon système, il peut avoir, vous verrez dans les exemples après, des rayons gamma qui traversent mon capteur, ou juste il peut y avoir de la buée sur le capteur? Donc toutes ces questions-là, il faut les traiter dès le début pour dire, ok, c'est quoi mon système et dans quel monde il évolue? Ensuite, ce que vous allez sûrement faire, c'est que vous allez constituer un dataset. Et sur ce dataset, vous allez mesurer les performances statistiques, accuracy, recall, F1 score pour les exégètes qui sont dans la salle sûrement et qui font de la data science. Et en fait, l'angle que prend le standard qu'on a poussé, le 24029, c'est de dire, ok, les méthodes statistiques, top, il faut le faire. Mais on peut aussi considérer qu'est-ce qu'il y a autour des points que vous avez. Donc ça, c'est le dataset que vous avez. Et nous, ce qu'on fait avec des méthodes formelles, c'est qu'on s'intéresse à tout le reste. On va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe, par exemple, entre vos points, dans les espaces quasi infinis de votre dataset. Et les méthodes formelles, en fait, elles vont compléter votre vision parcellaire, de points isolés, en rajoutant une vision plus de domaine, en allant vérifier, est-ce que mon système, je peux le valider aussi sur ces points-là? Et c'est ça l'intérêt de décrire ça dans le standard, c'est de dire comment on complémente l'approche statistique. Alors, maintenant on rentre dans le vif du sujet, et comment j'implémente ça? Maintenant j'ai fait mon inception, là c'est bon, j'ai écrit ma spec, mon domaine d'emploi, etc. Maintenant il faut que je code. Donc on va reprendre, donc on va faire le design, la validation, déploiement, monitoring. Et en premier, ok, en design, qu'est-ce que je peux faire avec des méthodes formelles pour valider la robustesse? La première chose qu'on peut faire, c'est d'aller regarder quelles ont été les caractéristiques qui ont été apprises par le système sur mon domaine d'emploi. Donc là, pour certains, vous connaissez peut-être les techniques type Lime ou SHA.
qui vous permettent de faire de l'interprétabilité locale sur un point. Ce que font les méthodes formelles, c'est aussi de généraliser ça sur des ensembles de points. Du coup, donc, on peut aller vérifier quelles sont les caractéristiques qui ont servi à dire que ça c'est un 2 ou ça c'est un 3. Là, je vous spoil un peu l'affaire. Donc, en gros, pour dire que c'est un 3, il utilise principalement le pouce. Pour dire, bah, ok, la caractéristique principale, c'est que le pouce est tendu et les deux doigts là sont tendus. Et quand on veut vérifier aussi, mais ok, c'est un 3, mais est-ce que ça pourrait pas être aussi autre chose? Et le autre chose, il peut dire très facilement, bah, ça peut être un 2. Parce que le 2, c'est exactement la même chose qu'un 3 sans le pouce. Donc en fait, le système permet de vérifier comment l'image peut être interprétée comme un 2 ou comment l'image peut être interprétée comme un 3. Donc ça, c'est utiliser l'explicabilité pour vérifier une spécification. En gros, ok, qu'est-ce qui caractérise que ma décision est un 3? Ben là, je peux dire, c'est la présence ou l'absence d'un pouce, par exemple. Ça, c'est une spec qu'un humain aurait pu écrire a priori, et qu'on peut aller vérifier a posteriori sur le système. Un peu comme on avait avant dans le cadre d'un avion, une spec amont, et ensuite une vérification aval par un test. Une deuxième exigence que vous donne le standard, c'est d'aller vérifier la séparation effective des comportements de votre système. Donc, par exemple, si votre système il classe des choses, un classifieur, ce que vous allez vérifier, c'est comment mon système peut garantir que les classes sont suffisamment séparées les unes des autres, et il ne va pas les confondre trop facilement. Donc ça s'appelle la séparabilité dans le standard. Mon petit déroulé. Donc là, typiquement, ce qu'on allait vérifier, c'est donc là on a un classifieur d'images, il prend des images typiquement d'objets militaires, et on lui demande, ok, est-ce que tu peux me calculer dans l'espace autour de cette image, jusqu'où tu peux me garantir que ça va rester un tank? Parce que mon tank, les pixels ils peuvent changer un petit peu. Est-ce que tu peux me dire jusqu'où le système va rester stable dans sa décision? Donc ça, on arrive à le calculer, c'est ce que demande le standard. On arrive à calculer ce maximum de stabilité, et on est même capable de dire à quel moment ça peut changer, et surtout vers quoi. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que mon système, c'est un tank jusqu'à un certain point, et au bout d'un certain moment, ça peut devenir autre chose. C'est-à-dire que mon système peut changer de décision, et il me dit, ça peut devenir la classe 1, et là, de mémoire, c'est la classe missile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon système peut confondre les tanks et les missiles. Alors pourquoi? Sûrement parce qu'il y a une forme tubulaire un petit peu qui se ressemble entre le canon et le missile. Donc moi, en tant que système designer, qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais retravailler mon dataset et peut-être changer mes images de tank pour les avoir moins de profil et qu'il y ait moins cette forme à chaque fois qui va inciter mon système à penser que ça ressemble à un missile. Donc vous voyez, là vous pouvez avoir une démarche outillée, structurée, traçable, qui vous permet de dire comment vous améliorez votre système, et vous pouvez mesurer à chaque itération d'entraînement de votre système combien vous avez amélioré cette stabilité. Et c'est exactement ça que le standard demande en fait. Il vous demande de justifier comment vous permettez de construire votre système. Alors une autre manière de le voir, c'est qu'on est capable aussi de voir, on peut voir aussi comment ça évolue dans le temps. Donc là on avait calculé pile le moment où ça switchait. C'est pas que le Wi-Fi, les enfants. Non, t'as changé de connexion, c'est pour ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ils vont tout pour les faire. Du coup, là, je suis sur un notebook Python. Donc l'intérêt, c'est que ça, c'est ce que fait un développeur aujourd'hui quand il fait de l'IA. Et du coup, je peux directement aller requêter les informations qu'on a nous dans notre outil pour aller vérifier comment cette stabilité évolue au fil du temps, pour aller voir comment les classes peuvent se chevaucher les unes aux autres. Et on obtient des choses comme ça. Vous dites, au début c'est un tank, super, mais maintenant ça peut aussi devenir autre chose. Et donc on voit comment les autres classes peuvent commencer à prendre le pas, et on a une vision à 360 un peu de ce que fait chaque système, chaque classe dans le système. Donc ça, c'est les deux premiers aspects qui sont en phase de design: vérifier les features, vérifier la séparabilité. Quand vous êtes en validation, là on va s'intéresser, vous m'avez décrit un domaine d'emploi. Mais comment vous l'avez couvert, ce domaine d'emploi? Et donc là, la question que pose le standard, c'est de dire, quelle est votre démarche pour vérifier que votre domaine d'emploi est suffisamment couvert par rapport à ce que vous m'avez décrit comme utilisation. Donc là, pareil, il y a des choses qui existent qu'on peut faire, notamment avec des méthodes formelles. Donc on peut reprendre cette idée de maximum de stabilité,
Et ensuite, on va essayer de se poser la question de, ok, mais ça couvre combien d'espaces? Alors, une manière de représenter des espaces tels que des humains peuvent les voir, c'est-à-dire en 2D, c'est par exemple de faire des systèmes de projection. Donc, il y a plein de systèmes de projection de n dimensions à 2 dimensions. Là, on en a utilisé un qui est plutôt à base d'IA d'ailleurs, à base d'auto-encodeur. Et là, en fait, on a représenté un dataset, où il y a plusieurs centaines d'images. Et en fait, plus les images sont proches les unes des autres, plus en fait elles se ressemblent. Et donc ça permet d'avoir une vision en un coup d'œil, de dire ok, mon dataset, il est constitué de tant de points, chaque point c'est une image, les couleurs c'est les différentes classes, et ensuite je peux aller vérifier comment mon système a réagi. Ensuite, une fois que j'ai ça, je peux aller mesurer la stabilité de mon système, point par point, sur les zones que j'ai regardées. Et donc là, je vois tout de suite que quand c'est rouge, ça veut dire que c'est très stable, et quand c'est blanc, c'est pas très stable. Et donc je vois qu'il y a effectivement des zones qui sont beaucoup moins stables que d'autres. Donc moi, ça me donne encore, en tant que système designer, des idées pour dire, tiens, il faudrait plutôt que j'aille travailler là-bas, sur ces points-là, pour aller renforcer et montrer à mon examinateur après en validation que c'est bon, j'ai couvert mon espace, et surtout j'ai vérifié qu'il était au bon niveau partout. Donc d'avoir une vision un peu dézoomée de ce que fait le système et de sa performance. Enfin, il faut que j'aille vérifier, vous vous rappelez dans la définition du domaine d'emploi, la robustesse a des perturbations particulières. Donc ces perturbations particulières, elles dépendent de ce que vous fabriquez et de vous-même vous allez le déployer. Et donc là encore, il faut aller dire, ok, qu'est-ce qu'on est capable de modéliser comme espace de perturbation pour aller vérifier le comportement sur cet espace. Donc là, typiquement, on peut faire des choses, on va reprendre un autre exemple. Imaginez vous avez un système qui fait de la classification d'images médicales. Donc vous avez une image médicale comme celle-là, qui regarde en gros si vous avez des tumeurs. Et vous dites, ok, moi je veux valider que si jamais j'avais eu par exemple des perturbations à un certain endroit dans mon image, eh bien ces perturbations ne changeraient pas ma décision. Donc typiquement, là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'amuser à définir une zone, en disant ok, voilà, cette zone-là, c'est la zone où il pourrait y avoir des perturbations. Et ces perturbations, je vais les définir après. Cette zone-là, je veux valider que mon système il est capable de résister à des perturbations là-dedans. Alors là, c'est encore un peu du mode manuel parce que je suis dans un Jupiter. Et donc je crée une petite image que je dois mettre, alors si je me rappelle bien de la démo qu'on m'a donnée, que je dois mettre dans mon dataset sur mon Jupiter Lab. Ok, j'ai ma nouvelle image que j'ai fabriquée, je la mets sur mon environnement. Il faut que je relance ma petite cellule si je me souviens bien. Ah non, c'est pas là, il faut prendre le nom. Je ne me rappelle plus le nom de mon image. Donc une fois que j'ai récupéré mon image, je lui dis où est-ce qu'elle est. Super. Ah, il manque le PNG. L'extension. Il faut l'extension. Voilà, ça c'est mon image. Donc maintenant je peux aller récupérer ça, je l'envoie sur mon système et je dis ok, je veux valider si mon système il résiste bien ou pas à ces perturbations. Donc, je lui donne où est-ce que ça se trouve, on envoie le calcul, lui il va nous vérifier est-ce que ça résiste ou pas, et on va pouvoir vérifier la stabilité. Bon, il a fini, yes. Alors là, je vais aller un peu plus vite comme ça, on va pouvoir directement aller voir le résultat. Donc là, il me l'a lancé, donc là j'ai mon évaluation ici. Alors, elle est stable? Ouais, elle est stable. Et là, je peux m'amuser maintenant à changer la puissance de bruit que je voulais valider. Donc imaginons par exemple, soyons un peu fou, on va multiplier par 100 sa puissance de bruit. On va voir ce que ça donne. Donc là, je relance mon évaluation. Je retourne dans mon environnement pour voir la réponse. C'est encore en train de cliner, ça va prendre quelques secondes. Et on va pouvoir vérifier, est-ce que, avec un bruit 100 fois plus fort localisé sur cette partie de l'image, est-ce que mon système il reste stable ou pas encore? Alors, réponse, toujours stable. Et donc ainsi de suite, vous pouvez continuer à vérifier et à aller valider sur des perturbations différentes que votre système continue à rester ou pas stable à ces perturbations. Et c'est exactement ce que demande le standard. Alors ces perturbations, là je vous ai fait juste sur une zone, et vous pouvez carrément aussi les définir, et c'est ce qui demande le standard aussi, des manières de le faire. Donc là par exemple c'est des travaux qu'on avait fait avec l'Agence spatiale européenne,
Et eux, ils avaient des perturbations hyper particulières. Donc ils avaient voilà, des rayons gamma qui font des traits sur l'image, ils avaient des trucs optiques type des flares, et ils voulaient valider que leur système spatial qui embarquait de l'IA, il résistait à ça. Et donc ils avaient besoin de valider ça sur l'espace d'emploi qui était ma sonde dans l'espace. Donc autant dire que c'était assez large. Et donc ils voulaient voir comment la performance et la stabilité de mon système réduit au fur et à mesure que le bruit augmente. Et donc on est capable de sortir ce genre de choses. Et ça c'est typiquement ce qu'on met dans un dossier de validation pour dire si oui ou non on est robuste et qu'un auditeur, un certificateur interne va regarder. C'est exactement ce genre de sortie-là dont on a besoin. Bon, enfin, sur le déploiement, là vous avez des choses, typiquement quand vous mettez dans du hardware dédié, il se passe des choses bizarres parce que c'est plus les mêmes opérateurs numériques, il y a plein d'autres petites subtilités qui apparaissent là. Et donc il faut vérifier que ce que vous faites, ça dégrade pas trop. Et donc là, pareil, c'est des choses que vous devez prendre en main lors de la conception de votre système pour vérifier que votre opérateur FPGA, il n'est pas trop différent, ou ne donne pas des résultats trop différents de votre opérateur sur votre carte GPU. Et enfin, en monitoring, plus compliqué, il vous demande, si surtout vous faites de l'apprentissage online, et bien de vérifier en temps réel si vous êtes capable de détecter des adversariaux, par exemple. Parce que sinon, un système à haut risque qui se prend des adversariaux en online, c'est pas bon. Et il faut aussi vérifier que vous ne sortez pas de votre domaine d'emploi, le fameux domaine du début. Ma voiture sans chauffeur, elle n'est pas censée conduire sous l'eau. Donc vous êtes capable de dire ma voiture est sous l'eau, je ne fais plus rien, je ne suis pas responsable. Donc vous devez être capable de pouvoir le garantir. Bon voilà, donc tout ce que je vous ai montré, c'est le contenu du standard. Alors évidemment, si vous voulez le lire, il est sur l'ISO, vous pouvez aller le récupérer. Si vous voulez jouer avec l'outil, c'est possible. On a ouvert un round de bêta fermé qui promis marche mieux quand vous n'êtes pas sur le réseau de Cat Omega. Promis sur un réseau normal, ça marche comme ça. C'est juste que là, on paye les Wi-Fi instables. Et on a plusieurs manières de déployer la solution selon si vous êtes des grands comptes ou plutôt des PME. Mais en tout cas, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le freemium avec le lien qui est ici. Et la solution s'appelle simple.com et vous pouvez directement y accéder. Et ensuite, voilà, vous pouvez aussi rejoindre... Pardon ? Pardon. Vous pouvez rejoindre notre écosystème de partenaires, donc le slide qui va venir après. On s'intègre beaucoup avec des académiques, mais aussi avec des industriels, des institutionnels, des PME, des grands comptes. Donc nous, notre but, c'est d'apporter cet outillage, mais surtout cette vision stratégique de la standardisation au plus grand nombre, parce que ça va concerner pas que les PME ou les industriels, ça va toucher aussi le public, et donc les associations de consommateurs peuvent être aussi pertinentes à travailler avec nous. Donc voilà, on a toute une galaxie de gens qui travaillent avec nous, mais vous pouvez vous aussi nous contacter pour se rajouter à cette galaxie-là. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et c'était mon dernier slide normalement. Je vais peut-être laisser ça comme ça s'il y en a encore qui ont des QR codes à récupérer. Et j'espère que j'ai pas trop débordé. C'est bon. Je sais pas s'il reste du temps pour des questions, si on enchaîne tout de suite. Il y a du temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Flyway, si vous avez des questions, je vous en prie. J'avais une question par rapport à la notion de robustesse et la notion de performance ou pertinence. Parce que quand on parle de reconnaître d'un tank, d'un missile, intuitivement on se dit finalement si on améliore la performance de reconnaissance du tank et du missile, on va robustifier le système. Tout à fait. Donc la différence entre la robustesse et la performance, il y a un lien. La performance, c'est accuracy, recall, ce genre de choses. La robustesse, c'est le maintien de la performance sur l'espace. Donc c'est comme ça que ça a été défini à l'ISO. C'est-à-dire qu'il faut que votre système soit performant déjà, à un moment donné. Et pour vérifier qu'il est robuste, il faut que cette performance se maintienne. Donc, et c'est là où on retrouve la notion de domaine d'emploi, on retrouve la notion de perturbation et de variabilité des entrées. Donc c'est ça la nuance entre les deux concepts. D'accord. Avec les perturbations, je vois bien. Ouais. Par contre, avec ce que vous avez montré avant sur les features qui sont les plus pertinentes ou discriminantes pour le classement entre différentes classes, c'est moins... En fait, on est capable de le faire, mais sur ces espaces-là aussi.
C'est-à-dire qu'un line ou un chap, il vous le fait sur un point. Ouais. C'est vrai que là, cette partie-là de la démo n'a pas été très claire, j'imagine. Mais line et chap, ils vous le font sur un point. Il prend un point dans le dataset et il vous dit voilà pourquoi. Quand vous le faites en méthode formelle, vous allez le faire sur un espace. Et vous allez dire est-ce que cette décision du pourquoi se maintient dans l'espace. Et donc est-ce que c'est bien toujours la même bonne raison, mauvaise raison, du coup, ça peut être aussi mauvaise, qui fait que mon système est performant. Ok. Vous voyez la notion? J'ai parlé de poulet d'œuf. Est-ce que l'outil que vous développez lui-même est basé sur un modèle d'IA? Non, nous on n'utilise que des méthodes formelles, donc ce sont des méthodes mathématiques. Ça vient plutôt du monde de l'aéronautique, c'est avec ça, pour ça que mon exemple avec la 380, en fait, toutes les commandes de vol de la 380 ont été démontrées safe par méthode formelle, et donc c'est pas du tout de l'IA en fait, c'est des maths qui analysent de l'IA. Monsieur. J'ai une question. La première, c'est que vous dites que vous travaillez à vitesse grand V sur la définition d'une norme dans les 2 ans à venir. C'est un exploit, hein. Je connais le milieu, c'est un exploit. Mais est-ce que vous ne craignez pas déjà que dans 2 ans, ça soit un petit peu trop tard? Parce que on voit bien ce qui est en train de se passer cette année. Là. Ça va être, dans le domaine du NLP, il y a des choses qui vont sortir, ça va être terrible. Est-ce que vous ne pensez pas que dans 2 ans, il y aura des choses qui seront difficiles à rentrer dans la boîte normalisation? Et la deuxième question, c'est, bon, mais on voit qu'il y a des protocoles, par exemple, de robustesse. Établir ce genre de protocole de robustesse, par exemple, sur un modèle sémantique, là, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à voir. Comment vous allez établir la robustesse sur une réponse philosophique? Donc, première partie, donc, sur le timing. Donc, effectivement, l'IA, ça avance beaucoup, ça avance très vite. Ce qu'il faut voir, c'est que là, on parle surtout de robustesse pour des systèmes critiques. Parce que ce que veut faire le SenseNLect, c'est surtout pour les systèmes critiques, pour garantir qu'ils ont le droit d'aller dessus. Donc, spoiler, il n'y aura pas de chat GPT qui va piloter un avion demain. Ils n'y arriveront pas. Donc, même si ça va très vite, on n'intégrera pas des technologies comme ça très rapidement dans des systèmes critiques, dans des dispositifs médicaux ou dans des voitures sans chauffeur. Donc, ces systèmes-là auront toujours un temps de retard. Ça, c'est évident. Et ça a toujours été le cas d'ailleurs. Après, il faut voir, c'est que les standards sont révisés régulièrement. Donc, c'est au plus tard tous les 5 ans, il faut réouvrir un standard pour pouvoir le réviser, mais on peut le faire dès sa publication. C'est-à-dire le lendemain de sa publication, quelqu'un peut lever le doigt en disant « moi je veux réviser le standard ». Et donc il y a un vote et on regarde si les pays sont d'accord pour réouvrir le standard et relancer un cycle de construction du standard par-dessus. Donc ce qu'on anticipe, c'est qu'effectivement les standards vont être révisés pareil avec un rythme assez soutenu pour permettre de tenir à peu près la cadence. Deuxième question, donc faire du formel sur du sémantique. Là, c'est vrai que c'est surtout pour tout ce qui va être deep learning, on a des espaces un peu compacts, mathématiquement numériques compacts. Ça se transmet quand même pas mal aussi sur du catégoriel. Ça peut se faire. Un peu plus compliqué, mais c'est pas ce qu'on fait, très clairement. On le fait pas encore. C'est un peu en R&D sur ça. Mais typiquement, il y a un standard en ce moment au SenseNLect où justement on veut traiter les questions du NLP. On va faire un standard particulier pour tout le NLP parce qu'on sent bien qu'il y a des subtilités qui ne sont pas forcément couvertes par un standard purement générique. Donc oui, c'est vrai, c'est en train aussi de se traiter. J'espère que ça répond à votre question. Monsieur Mitterrand. Moi j'avais une question sur la robustesse. Au final, c'est pas un peu comme la définition de variance d'un modèle? Performance, vous dites que c'est lié, robustesse, la variance? Non, parce que la variance, vous l'établissez sur des points, pas sur des espaces. Ouais, donc c'est la définition, enfin c'est plus en utilisant des méthodes formelles là. Vous ça serait la variance à l'infini si vous voulez. Ouais. C'est, voilà, on peut le voir comme ça. Et j'avais aussi des questions sur la discrimination. Enfin, Ouais. Là on n'en a pas trop parlé dans cette présentation. Oui. En fait, on entend quoi par vérifier la discrimination? Parce que des fois c'est un peu le but, quoi. Ah ouais, non mais alors, là vous mettez le doigt sur une série de documents où on s'écharpe à l'ISO encore, c'est sur tout ce qui est éthique.
C'est quoi une IA éthique? Alors bon, il y a tout le traitement des données initiales, genre ok, j'ai pas pris des données de prisonniers qui n'ont pas donné leur consentement, des choses comme ça, choses qui arrivent aux États-Unis en ce moment. Mais ok, il y a tout cet aspect-là, mais surtout après, ok, comment je... Parce qu'il y a une partie de discrimination positive. Si j'ai un dataset qui est pas correctement, enfin qui est imbalance, qui est mal équilibré, je vais faire une discrimination positive justement pour rehausser certaines classes qui sont sous-représentées. Donc ça c'est... En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tant que votre démarche est outillée et justifiée, et que vous expliquez pourquoi vous faites ça, et qu'à la fin vous voulez atterrir justement sur quelque chose qui n'est pas discriminant, ça passe. Mais il faut être capable de justifier. La notion de traçabilité, elle est fondamentale en fait dans toutes ces affaires. C'est-à-dire que le coup de baguette magique de j'avais un dataset, pouf, j'ai entraîné, ça marche, ça marche plus en fait, on peut plus faire ça. Il faut montrer qu'on a une démarche structurée de bout en bout et qu'on est capable à chaque pas de dire pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait et comment on l'a mesuré. Donc, comme j'allais dire, l'époque de la magie noire de l'IA, c'est fini. En tout cas, pour les systèmes critiques, ça sera interdit, quoi. Donc, oui, il va falloir justifier tout ça. Mais ce sont des questions compliquées. Hein. Et les standards ne sont pas encore totalement, on va dire, stables sur ces questions-là. On est encore en train de discuter sur ces sujets. Moi, j'avais une question par rapport à l'AI Act, plus global, sur la notion même de la réglementation et donc de la normalisation. Est-ce que par la normalisation de la structure pour le développement des IA, on risque pas soit d'avoir un essoufflement du développement de l'IA par un cadre peut-être trop lourd? Je dis ça, j'ai pas lu l'AI Act, ou alors, justement, comme disait un peu monsieur tout à l'heure, le fait que la réglementation n'arrive pas à suivre la vitesse du développement de... Donc, il y a toujours un trade-off entre innovation et réglementation. C'est clair qu'on ne peut pas avoir une réglementation qui favorise à 100% l'innovation et qui protège à 100% tout le monde. Là où il faut nuancer le propos, c'est que ça ne freine pas, par exemple, les expérimentations académiques, ou tout ce qui est pas à haut risque. Alors ça, c'est open bar, on peut faire ce qu'on veut, hein, la réglementation ne dit rien. Par contre, à partir du moment où vous pouvez blesser des gens, les tuer ou discriminer à leur encontre, là, non. Là, effectivement, il y aura des règles à suivre. Mais je blaguais tout à l'heure en disant, mais ChatGPT dans un avion, le pilote d'un avion, c'est un peu ça. Si moi, demain, il y a une PME qui me dit moi, je vais faire un avion autonome piloté avec un truc à la mode ChatGPT, je dis non, je veux pas monter là-dedans, moi. Je veux pas prendre le risque de monter dans un système comme ça. Et effectivement, la réglementation dira non, c'est pas suffisamment sûr ou attesté sûr pour être mis en route. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans l'aviation, on peut pas faire n'importe quoi. Sans même parler d'IA, vous pouvez pas mettre par exemple certaines puces parce qu'on ne peut pas garantir leur comportement parce qu'elles ne sont pas déterministes. Donc non, vous n'avez pas le droit de mettre ça dans un avion. Donc il y a déjà ce genre de règles qui existent et qui contraignent l'innovation dans certains secteurs, c'est évident. Et donc là, il y a un nouvel étage de règles qui va concerner l'IA pour ces secteurs-là. Mais le but du jeu aussi, c'est de permettre à ces innovations d'arriver à un moment. C'est-à-dire que, ok, là, on met des règles qui vont freiner, mais si on les met pas, de base, c'est juste interdit, en fait. Là, vous n'avez pas le droit de mettre l'IA dans un avion. Demain, avec les AI, vous pourrez. Si vous suivez les réglementations. Vous voyez, il y a quand même une porte qui s'ouvre avec certaines règles, mais qui était fermée à la base. Merci beaucoup Arnaud.